Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on va débuter notre dernier thème d'histoire de l'année. C'est le thème numéro 3. Donc vous allez pouvoir noter le titre qui est d'histoire, Françaises et Français dans une république repensée. Dernier chapitre d'histoire, purement d'histoire, le chapitre 8 qui s'intitule Les républiques et la société dans la France d'après 1945. Jusqu'à maintenant, on a vu de l'histoire mondiale. Là, dernier thème, on passe uniquement à de l'histoire nationale, donc on va parler uniquement de la France dans ce chapitre-là notamment. Vous avez donc pris le temps de noter les titres, sinon vous le faites tout de suite, et on passe à l'introduction. Introduction avec ce document, document 2, page 194, le vote du 21 octobre 1945, avec une question qui peut paraître idiote, mais finalement, essayez de me trouver ce que c'est la République. On parle constamment de République, en histoire, en EMC, quotidiennement on parle de République, mais finalement, qu'est-ce que c'est la République? Réfléchissez-y quelques secondes, que répondriez-vous à ça? La République finalement, c'est un régime politique qui permet l'élection de représentants. Vous le voyez ici, la République donne le droit de vote à la population. C'est différent d'une monarchie, ou en tout cas d'une monarchie absolue. Vous savez bien qu'il y a des monarchies dans lesquelles les citoyens ont le droit de vote. En Angleterre, par exemple, même s'il y a une reine, les citoyens britanniques élisent leurs députés de manière régulière. Mais quand même, le principe de la République, c'est de permettre d'élire ses représentants. Alors en France, pour replacer un peu dans un contexte long, la République, elle apparaît lors d'un moment fondamental que nous avons étudié en classe de 4e. La République, elle renvoie à la Révolution française, celle de 1789. Puisque la première République en France a été mise en place lors de la période révolutionnaire. Et enfin, dernière chose à noter en introduction, c'est que le suffrage universel, il a été très progressif en France. Ici, vous avez une photographie de 1945. En 1945, tout le monde a le droit de vote, hommes comme femmes. Mais il a fallu attendre une loi de 1944 pour donner le droit de vote aux femmes. Et la première fois que les femmes votent en France, c'est en 1945. Donc les deux dates sont acceptables, 44 ou 45 pour le droit de vote des femmes. Notez ces éléments-là en introduction et faites pause. Voilà pour l'introduction. Nous, ce qu'on va se demander dans ce chapitre, ce qu'on va essayer de montrer, donc la problématique, quelles ont été les évolutions de la République depuis 1945, donc une partie politique, mais aussi une partie liée à la société, quels ont été les changements sociaux. Notez cette problématique en vert et faites pause. Alors, pour organiser le chapitre, on va suivre un plan à la fois chronologique, puis après thématique. D'abord, il y aura deux parties qui vont être chronologiques. On va voir en grand 1 la 4e République, celle qui est mise en place en 1944, et on va voir en grand 2 la 5e République, celle qui est mise en place à partir de 1958. Et notre dernière et troisième partie sera consacrée aux changements sociaux. Allons-y avec le grand 1, la 4e République, la refondation, la reconstruction. Écrivez-le et faites pause. Pour étudier cette refondation, cette reconstruction, on va déjà utiliser le document 1, page 194. Vous l'avez à l'écran, vous allez devoir le lire, et vous avez deux questions qui sont associées à ce document. Question 1, qui est l'auteur de ce document. Question 2, quel est le but des articles 1 et 2. Et pour cela, vous devez vous aider de la date, et vous demander ce qui s'est passé avant 1944 en France. Je vous laisse lire, je vous laisse répondre aux questions, et ensuite, on corrigera ensemble. Au travail. Allons-y pour la correction. Alors d'abord l'auteur. L'auteur, vous l'avez ici, gouvernement provisoire de la République française. Le gouvernement provisoire de la République française, c'est celui qui arrive au pouvoir, qui reprend les rênes du pays au moment de la libération. Mais justement, question 2. Quel est le but des articles 1 et 2? La forme du gouvernement de la France est et demeure la République. Sont en conséquence nuls et de nul effet, tous les actes constitutionnels, etc., promulgués postérieurement au 16 juin 1940. Le but de ces deux articles-là, c'est de dire que le régime de Vichy est effacé. Parce que regardez, la forme du gouvernement de la République est de la France, est la République. Autrement dit, on tire un trait sur le maréchal Pétain. Là, on tire un trait sur tous les textes qui ont été signés par le maréchal Pétain, puisque
tous les textes qu'il a validés sont considérés comme nuls. Donc l'objectif, notez-le, des articles 1 et 2, c'est de mettre fin au régime de Vichy, et donc de remettre en place une république. Complétez-le, corrigez-le, et faites pause. Donc vraiment on retiendra ça. Premier objectif de la 4ème République, mettre fin au régime de Vichy, tirer un trait sur ce régime. Mais il y a d'autres éléments qui sont mis en avant par la 4ème République. Vous vous rappelez sûrement de cette photo qu'on avait étudiée ensemble. On avait vu l'épuration sauvage avec une photo qui s'appelle la tondue de Chartres, qui a été prise par Robert Capa en 1944. Vous vous rappelez de cette jeune femme qui avait été accusée d'avoir eu un enfant avec un soldat allemand, c'était le cas. Vous aviez ici son père qui portait ses affaires, et derrière la foule qui voulait se venger parce que cette jeune femme avait, selon eux, trahi la France parce qu'elle avait eu une relation amoureuse avec un soldat allemand. Cette photographie, elle nous permettait de voir qu'en 1944, il y avait une haine et une violence vraiment très importantes en France. Les tensions qui avaient été accumulées pendant les 4 années d'occupation ressortaient à ce moment-là. La société était ultra violente, puisque là on vous présentait une femme donc, qui avait été tondue, mais je vous rappelle aussi qu'à cette époque-là, les exécutions sommaires sont très nombreuses, c'est-à-dire qu'une personne qui était accusée d'avoir collaboré, on la jugeait à la va-vite sur les places des villages, et puis si elle était déclarée coupable, et ça arrivait fréquemment, elle pouvait être pendue, voire fusillée. Une des volontés de la 4ème République, c'est de mettre fin à la violence, en fait. Mettre fin à la violence, ça passe par l'exécution de certaines personnes. 10 000 personnes qui avaient été soupçonnées d'avoir collaboré ont été exécutées. Le problème de ces condamnations, comme je viens de vous le dire juste avant, c'est que souvent en 1944, on dit qu'elles sont faites par des résistants de la 25e heure, c'est-à-dire des personnes qui en réalité n'ont jamais résisté pendant la guerre, mais qui, une fois que les soldats allemands sont partis, se découvrent des envies de résistance et veulent se montrer comme des grands résistants, des personnes qui ont défendu la France. La 4ème République veut mettre fin à ça, veut mettre fin à ce désordre en fait. Et donc des tribunaux légaux sont mis en place. On va juger de manière légale, avec des juges qui ont été formés. On va regarder les preuves, on va prendre des témoignages. En fait, on va organiser un État. Ces tribunaux, ils vont prononcer 467 condamnations à mort. Pétain, par exemple, le maréchal Pétain, est lui-même condamné à mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais il me semble que je vous avais déjà expliqué que, étant un militaire, le général de Gaulle avait demandé à ce que sa peine soit transformée en peine de prison à vie, et donc il est exilé à l'Île-Dieu, dans l'ouest de la France, où il meurt en 1951. Il est d'ailleurs enterré à l'Île-Dieu, et sa tombe est encore présente sur l'Île-Dieu. Ce qu'on retiendra de cette partie-là, c'est vraiment que là, la 4ème République a la volonté de mettre fin au désordre, et ça passe par la condamnation de 160 000 personnes. 160 000 personnes qui sont condamnées soit à des amendes, soit à de la prison, soit pour 467 d'entre elles, condamnées à mort. Donc on a dit, tirer un trait sur le régime de Vichy, mettre fin à la violence. Mais pour qu'un État fonctionne, il faut aussi qu'il ait des institutions. C'est ce qu'on va voir maintenant. Troisième élément, il faut mettre en place un État. Comment on met en place un État? Déjà, on essaye de calmer les résistants. Donc on fait entrer les résistants dans l'armée, pour que l'armée devienne quelque chose de plus légal. On met en place des préfets, c'est-à-dire des représentants de l'État dans chaque département. Et pour qu'un État fonctionne, il faut forcément donc des institutions et une constitution. Notez ces éléments-là et on va redéfinir institution et constitution. Faites pause. Alors, ces deux termes d'institution et constitution, ils sont liés l'un à l'autre, ils sont très proches finalement. Les institutions, c'est le mode de fonctionnement d'un État. Comment est-ce que l'État fonctionne? Il fonctionne avec des institutions. Le président, le gouvernement, l'Assemblée, ce sont les institutions de la France, les lieux où sont prises les décisions. Ces institutions, elles sont définies, elles sont présentées dans une constitution. La constitution, c'est le texte qui fixe la répartition des pouvoirs et l'organisation d'un État. Notez ces deux définitions
Et apprenez surtout celle-ci là, Constitution. Parce que pour ceux d'entre vous qui iront au lycée général, vous allez en reparler notamment en classe de première. Notez-le et faites pause. Bien, pour comprendre qui a le pouvoir et comment s'organise le pouvoir durant la 4ème République, plutôt que d'écrire des dizaines de phrases qui seraient peu compréhensibles, vous avez un schéma. Ce schéma, le voici, il est disponible en fichier joint sur Pronote si vous pouvez l'imprimer. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous prenez vos plus beaux crayons de couleur, vous me faites 2 rectangles rouges, 2 demi-cercles verts et 2 rectangles bleus, comme c'est fait à l'écran. À droite, vous inscrivez l'échelle nationale, donc le niveau national, et l'échelle locale. Et on va le compléter ensemble juste après. Soit vous imprimez, soit vous dessinez, vous faites pause, et je vous retrouve dans quelques instants. Et bien c'est parti pour compléter ce schéma. Bon, on va partir toujours pareil du bas en fait. Qui est-ce qui est à la base de la République? Ceux qui décident sont toujours les mêmes, ce sont les citoyens. Alors les citoyens, sous la 4ème République, sont les hommes et les femmes, mais qui ont plus de 21 ans. À l'époque, la majorité est à 21 ans. Notez-le et faites pause. Ces citoyens, on va prendre les flèches les unes après les autres, ils élisent d'abord à l'échelle locale des conseillers généraux, et puis des maires, qu'on va appeler aussi les grands électeurs. Notez-le, à l'échelle locale, il y a des élections pour les conseillers généraux, ce qu'on appelle aujourd'hui les conseillers départementaux, et puis pour les maires, les conseillers municipaux. Et puis d'un autre côté, les citoyens élisent aussi ceux qui vont décider des lois, ceux qui vont voter les lois, et qu'on appelle l'Assemblée nationale. Je vous ai mis une étoile, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai mis une étoile. D'un autre côté, les conseillers généraux et les grands électeurs, eux aussi vont élire une deuxième assemblée qu'on appelle le Conseil de la République. C'est l'équivalent aujourd'hui du Sénat, avec les sénateurs. Mais à l'époque, on appelle ça le Conseil de la République. Complétez-le et faites pause. Il nous reste 2 institutions, c'est-à-dire, ici, nous avons ceux qui vont déterminer, conduire la politique, qu'on appelle à l'époque le président du Conseil et le gouvernement, donc Premier ministre et les ministres. Vous voyez que le Premier ministre et les ministres sont contrôlés par les députés, qui vérifient leur travail. Ce Premier ministre et ses ministres sont nommés par celui qui est à la tête de l'État, qui est le président de la République, et à l'époque, vous le notez bien, il est élu pour 7 ans. C'est ce qu'on appelle un septennat. Élément important, vous voyez que le président, il est élu par les députés et par le Conseil de la République. À l'époque, sous la 4ème République, ce ne sont pas les citoyens qui élisent le président. D'accord? Ce sont les députés et l'équivalent des sénateurs qui élisent le président de la République. En fait, à l'époque, le président n'a pas un rôle important. Le président de la 4ème République sert simplement à faire des inaugurations et à représenter le pays. Je reviens à ma petite étoile que j'ai mise ici. L'étoile est là pour vous montrer que ceux qui ont le plus de pouvoir à l'époque, c'est l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui concentrent la majorité du pouvoir. Et d'ailleurs, le fait que les députés aient beaucoup de pouvoir va causer une crise dans cette 4ème République. À l'époque, l'homme fort en France, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, lui, il aurait voulu un président qui ait beaucoup de pouvoir. Eh oui, parce qu'il aurait bien aimé avoir le poste, en fait. Il aurait bien aimé être président et avoir beaucoup de pouvoir. Sauf que les députés lui disent non. Donc De Gaulle souhaite que le président ait un rôle important, les députés lui disent non. De Gaulle prend une décision radicale, De Gaulle part. De Gaulle se met en retrait de la vie politique en janvier 1946 et la Constitution est adoptée par référendum. Vous n'avez pas besoin de noter la date, du 27 octobre 1946. Je vous rappelle pour terminer la définition de référendum, c'est quand on consulte les citoyens, on leur pose une question et ils doivent répondre par oui ou par non. Notez-le et faites pause. Donc, ce qu'on retiendra du cours d'aujourd'hui, c'est que la 4ème République gomme le régime de Vichy, la 4ème République essaye de remettre de l'ordre en France avec une nouvelle justice, et elle se dote de nouvelles institutions, d'une constitution qui répartit le pouvoir, et ce pouvoir, il est donné avant tout aux députés du pays.
J'espère que le cours d'aujourd'hui a bien été compris. Envoyez-moi vos questions si vous en avez. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.